Salut Adrien, comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va bien. Merci Steve. De m'avoir proposé cette Avec interview. plaisir. Tu veux que j'introduise un peu le truc? Vas-y, fais-toi plaisir. Eh ben, écoute, là on est chez moi, on est à Chiang Mai et c'est une belle surprise que tu sois Ouais, passé par ici. Ça fait plaisir de pouvoir te croiser là. Et que dire de plus? Ben, voilà, tu m'as proposé cette interview, j'accepte avec grand plaisir. Je te laisse peut-être continuer à introduire ton podcast. plaisir partagé, plaisir partagé. Avec toi, j'ai envie qu'on parle d'email marketing forcément parce que c'est Ouais. le thème du podcast et plus particulièrement d'email de vente. Moi, je voulais savoir la différence entre un email nurturing slash valeur slash édito et un email de vente. Comment toi tu vois la différence et comment tu t'y prends? Ok. Bah, la différence pour moi, c'est simplement l'objectif en fait. Ouais. C'est-à-dire que on va envoyer des emails de vente donc dans le cadre d'une campagne, mais ça peut être aussi, tu vois, à l'occasion d'un onboarding. En fait, il n'y a pas vraiment de timing. Ça va vraiment dépendre de là où en est ton lecteur, enfin ton audience, au moment où tu lui envoies l'email. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux vendre un produit à 1 000 € à une audience qui vient de te découvrir, ça va Bien pas sûr. le faire. Ouais. Bon, voilà, rien de nouveau sous le soleil, hein. Mais comment dirais-je? Du coup, voilà, l'idée c'est de nurturer quand il y a besoin d'apporter de la confiance, quand il y a besoin d'apporter de la valeur, quand il y a besoin de continuer à se faire connaître, de voilà, d'apporter à notre audience ce dont elle a besoin pour créer de la confiance, Ouais. pour lui permettre d'avancer aussi dans le processus d'awareness, Cycle de de, vente. Ouais. dans le cycle de vente, voilà, Mm. et essayer de repérer le bon moment justement pour lui adresser un message de vente une fois qu'elle est prête, quoi, tout simplement. Enfin, Et comment tu arrives à repérer ce moment, le moment où tu te dis, bah là, il faut que je continue à envoyer des emails pour lui apporter de la valeur? Est-ce que c'est peut-être le bon moment pour lui envoyer des emails de vente? J'ai pas envie d'être trop pushy. Est-ce que tu essaies d'avoir une vision un peu satellite de la stratégie globale ou tu te dis, ou tu as une méthode où tu fais quelque chose en particulier pour justement optimiser tout ça? ouais, intéressant. En fait, on se rend compte que grosso modo, alors bon, les chiffres à prendre avec une grosse louche, mais grosso modo sur une audience froide, donc type acquisition via, mettons, pub méta, tu vois, on va dire, tu vas avoir, dépendamment de l'offre, dépendamment de plein de choses, c'est pour ça que je dis que c'est à prendre avec une grosse louche, mais grosso modo, on peut imaginer que sur une acquisition globale, tu vas avoir quelque chose comme 3% de personnes seulement prêtes à acheter directement. 2 à 3%. Tu vois, ce qui est très peu. Mais derrière, tu as 98% des personnes qui sont soit, enfin, pour qui c'est pas forcément le moment, Ouais. parce qu'elles ont besoin de créer plus de confiance, d'avoir plus, de mieux connaître ton produit, d'avancer aussi dans leur niveau de conscience, et une autre partie qui, elle, n'achètera de toute façon jamais. Mais euh, abandonner, comment dirais-je, le cycle de vente, abandonner une personne, tu vois, parce que tu lui as présenté une fois ton message de vente, l'abandonner juste derrière parce qu'elle a acheté, bah finalement c'est passer à côté de la plus grosse partie de Ouais. tes clients. Mm. Euh, et du coup, ça, tiens, puisqu'on parlait de pub Facebook tout à l'heure en off, c'est une des raisons pour lesquelles tu peux avoir une campagne qui n'est pas rentable alors qu'elle aurait pu être complètement rentable. C'est-à-dire que si tu mets 1 000 € par exemple en pub aujourd'hui, donc je sais que tu t'adresses pas mal à des e-commerçants. Si en tant qu'e-commerçant tu mets 1 000 € en pub aujourd'hui, tu fais ton onboarding, donc séquence email d'onboarding, t'adresses ton message de vente, tu vas convertir, mettons, entre 2 et 3%. Et là, tu fais les calculs et tu te dis, bah, en fait, ma campagne, je suis juste à l'équilibre, ou alors je suis à perte. Ok, mais qu'est-ce qui se passerait si tu continues à nurturer derrière? Si tu continues à nurturer, bah, tu vas te rendre compte que entre donc 30 et 90 jours, tu as en fait la majorité de tes clients qui vont, comment dirais-je, qui seront matures à ce moment-là. Tu vois, donc tu vas avoir 2 à 3% de tes clients qui vont être prêts à acheter dans les 30 premiers jours, et la grande partie de tes clients sera prête plutôt dans les 30 à 90 jours. On a un coach de vente que tu connais qui répète tout le temps une phrase que j'aime bien. Il dit l'argent est dans le CRM. Et c'est vrai en fait. Ouais. C'est vrai en fait. Lui, son travail, c'est quoi? C'est de prendre des appels de présentation, tu vois, enfin des appels de closing. Et à partir de là, bah, tu te rends compte que dans les appels de closing qui arrivent à froid, tu as un taux de conversion qui est très faible. Mais dans les 3 mois qui suivent,
tu as 2 à 3 fois plus de personnes Ok. qui convertissent versus les personnes qu'il a eu en appel directement. Tu vois? Et en fait, dans l'email, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans l'email et dans le marketing d'une Ouais. manière générale, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, une personne, bah, tu la découvres, soit elle a un problème qui est urgent et elle veut Impulsif. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, ouais, on pourrait, ou en tout cas très urgent. Elle se dit, bon, bah voilà, faut que j'y aille, je tente un truc, j'y vais tout de suite, j'achète. Donc ces personnes-là, tu veux pas les perdre parce que grosso modo, ce qui va se passer, c'est que si elle achète pas chez toi, elle va acheter chez ton concurrent parce qu'elle veut une solution tout de suite, tu vois. Bah, regarde, quand tu as besoin d'acheter une boîte de cassoulet, tu vas au Auchan, s'il y a Auchan, il n'y a pas, tu vas chez Leclerc, mais tu vas acheter tout de Ouais. suite, tu vois. Donc il faut que tu sois capable de vendre ton produit aux personnes qui sont prêtes à acheter tout de suite. Donc typiquement, pour revenir à l'email marketing, on va avoir une séquence d'onboarding, parce qu'il faut quand même commencer par se présenter, c'est la moindre des choses. Euh, Construire la valeur, etc. Ça, c'est du copywriting pur. Et derrière, présenter notre offre, donc notre message de vente une première fois. Mais si la personne, elle n'a pas acheté à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'elle achètera jamais. Ça veut juste dire qu'elle est dans le CRM. Et donc derrière, il faut continuer à la nurturer, donc à lui envoyer des emails de valeur et de temps en temps, bah, lui dire voilà, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Et lui adresser à nouveau un email de vente pour voir où elle en est à ce moment-là. Donc pour répondre à ta question, après ce grand Ouais. détour, je te dirais qu'en fait, il n'y a pas vraiment de. euh, Tu sais, je vais pas te dire, alors écoute, faut envoyer un email de vente à 7 jours. 8h30. Voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas. C'est. Bah, partant de ce principe, on sait qu'il y a des personnes qui ont besoin d'acheter tout de suite. Donc, ces personnes-là, on va leur adresser notre message de vente le plus tôt possible. Le plus tôt possible ne veut pas dire directement après l'inscription, au moment opportun, donc au moment où elle a déjà conscience de la valeur qu'on est capable de lui apporter. Et derrière, bah, continuer simplement à lui apporter de la valeur à travers des newsletters. Tu vois, tu parlais d'email de nurturing, d'email de valeur. Moi, j'appelle ça email de valeur. Euh, une newsletter, typiquement, c'est ça. Une newsletter, par définition, c'est une lettre de news, une lettre de nouvelles. Donc, j'envoie un email dans lequel je te dis, bah tiens, cette semaine, j'ai fait ça. Si tu es un solopreneur et que tu mets en place un personal branding, j'ai fait ça, ça peut être j'ai fait ça en tant qu'humain, tu vois. Ouais. Cette semaine, je suis allé me balader, cette semaine, j'ai fait. Ça peut être ça, hein. Ouais. Mais ça peut être aussi cette semaine, voici le contenu que j'ai créé. Voilà, c'est à ça que ça sert une Ouais, newsletter. Ça sert à nurturer, Mm. ça sert pas à vendre. Et de temps en temps, on va pouvoir proposer une fois par mois, une fois par quinzaine, peu importe. Enfin, peu importe, non, pas peu importe. Moi, ça va dépendre du marché. Ouais. Euh, proposer, voilà, faire un appel à l'action en fait, tout simplement. Et là, ça va être ton email de vente. Et on entend souvent tu sais, dire qu'il faut mixer 80%, 20% d'emails de vente, d'emails nurturing slash valeur. Est-ce que c'est une règle que tu appliques ou justement ça dépend vraiment encore une fois de ton marché et de ce qui se passe et de ce que tu partages ou vraiment tu suis cette chose? Non, alors pour être tout à fait honnête, je vais pas démentir cette règle. Ok. Simplement, c'est quelque chose. Enfin, c'est une règle. J'y prête pas tellement attention. Globalement, si je fais le calcul rapidement, c'est à peu près ça finalement. Parce que, regarde, pour la plupart de mes clients, on a une newsletter par semaine, Ouais. donc qui est systématisée. Tu connais d'ailleurs le système qu'on utilise. Donc une newsletter par semaine si c'est systématisé tous les lundis, et puis on met tel type de contenu, on met tel type d'information, on cherche à susciter tel type d'émotion, etc. Donc ça, c'est du nurturing pur. Et une fois par mois, on a une campagne promotionnelle, donc typiquement de la vente, qui part une fois par mois. Donc si on réfléchit un peu comme ça, c'est un peu ça hein, finalement. C'est 4 newsletters, une par semaine, donc 4 newsletters pour une campagne promo. Donc on arrive sur ton ratio en fait. Ouais, c'est ça. 80-20, ouais. Ouais. Et comment tu construis un email? Un email de vente, est-ce que tu as une structure que tu appliques comme tu le ferais pour un AIDA, pour une page de vente ou Ouais. peu importe, ou comment tu le construis? Bah, c'est ça, hein. De toute façon, c'est toujours, pour un email de vente pure, c'est toujours AIDA. Ouais. Et ça, tu vois, je pense que c'est intéressant. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Euh, euh, toutes les structures qu'on peut nous donner,
Ça, c'est un peu ma philosophie. Donc, attends, je veux choquer personne en disant ça, mais pour moi, toutes les structures qu'on nous donne découlent du process AIDA. AIDA, c'est pas une structure, c'est un process. AIDA, c'est ce qui fait que c'est ce qui nous amène à prendre une décision, en fait. Si tu sautes une étape d'AIDA, regarde, tu te projettes dans la rue, mettons. Quelqu'un qui y arrive, qui t'interpelle dans la rue, qui veut te vendre une montre, tiens, une montre dans la rue, la personne, elle arrive, elle te dit achète ma montre, appel à l'action directe. Tu vas dire bah non, il manque un truc, tu vois. Maintenant, si on décompose, elle arrive, elle prend ton attention, quelle que soit la manière, ok, tu commences à la regarder. Ensuite, elle discute avec toi. Elle commence à te parler. Elle crée un rapport, elle parle de tes problèmes, ensuite vous cherchez des solutions ensemble, quelle que soit la solution. Ensuite elle construit, donc partie désir, elle construit la valeur du produit qu'elle a devant et ensuite elle t'appelle à l'action. Là c'est le cycle complet. C'est facile d'imaginer que dans une situation comme ça, il y a une partie des personnes qui vont convertir. Okay, ouais. Si tu supprimes une étape de ce processus, ça ne marche plus. Ouais. Il manque quelque chose. Ouais. Ça marche plus. Ouais. Tu vois, si je prends ton attention, je lève la main au ciel, je lance un feu d'artifice, ce que tu veux, et que derrière, je te présente immédiatement le produit sans avoir suscité ton intérêt, sans que tu saches finalement que tu as besoin de cette solution, ça marche plus non plus. Et pareil, tu vois, si je saute une étape, à chaque fois, ça marche plus. C'est pour ça que c'est un processus. Et toutes les structures type copywriting qu'on va trouver sur Internet ou autre, en fait, toutes ces structures, si tu regardes bien, elles découlent du processus AIDA. Mais il faut jamais se fermer. Voilà, c'est ça, s'enfermer. Moi, pour moi, c'est une règle absolue. C'est on ne s'enferme pas dans des structures. On comprend profondément, en profondeur, le process AIDA, et à partir de là, eh bien, on imbrique un petit peu, on met des petites briques comme ça de structure. Tu vois, quand on parle par exemple de... Enfin, si on peut rentrer un peu dans le détail technique copywriting ou pas. Ouais. Tu sais, tu connais la technique qui est bien connue de mécanisation. Ouais. Ça, on voit plein qui parlent de mécanisation, machin. Technique de mécanisation, c'est une technique de preuve, d'accord ? On fait de la mécanisation pour prouver que la promesse qu'on vient de faire juste avant, le bénéfice qu'on vient de donner juste avant, il est vrai, c'est une preuve, ok ? Mais de la mécanisation, cette technique de preuve, tu peux la mettre dans la partie intérêt, mais tu peux aussi la mettre dans la partie désir. C'est de la preuve, donc ça sert à prouver quelque chose que je viens d'affirmer. Ça peut être quelque chose que je viens d'affirmer concernant le produit que je suis en train de te vendre, dans quel cas on est dans la partie de désir, mais ça peut aussi être quelque chose que je viens d'affirmer au sein de notre discussion, sans parler du produit, dans la partie intérêt, tu vois. Donc à partir du moment où tu as compris comment fonctionne le process AIDA, toutes tes structures, c'est acheté à la poubelle. Il faut juste connaître des techniques et après, c'est à toi de composer. Donc, tu vois, j'ai perdu ta question, mais je crois que ça répond à peu près à ce que tu veux. C'est qu'il faut, il faut pas s'enfermer dans une structure PAS, Pastor, qui est dans le P, je vais parler de ça, dans le A, je vais parler de ça, parce que c'est trop, ça te met trop de barrières. Mais alors, PAS, pour le coup, donc PAS, pour rappel, problème, agité de solution, ça relève... En fait, c'est un AIDA. Encore une fois, c'est AIDA. Problème pour attirer l'attention. Agitate, c'est la discussion. Solution, c'est la transition vers la partie désir. Mais ensuite, quand tu passes derrière, problème, agitate, solution. Solution, il faut bien qu'il y ait un appel à l'action quelque part. Et puis, il faut bien que tu construises la valeur. Tu vois. Donc, en fait, c'est juste une partie à intégrer dans AIDA. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. C'est quoi les 5 choses que doit contenir un bon email de vente, en l'occurrence ? Ok. Alors, je reprends mes petites notes. Hop. Ouais, alors je m'étais noté 5 points, parce que tu vois, à retenir, c'est pas forcément évident, de se dire, tiens, 5 trucs à sortir comme ça. Ouais. Alors, je m'étais noté, le premier truc, forcément, c'est l'objet cliquable. L'objet cliquable, là-dessus aussi on peut en parler. Je m'étais noté un objet aligné avec le contenu. Quand on débute en copywriting, surtout, on a tendance à se dire putain, il faut que j'optimise mon taux d'ouverture. Et là, on est prêt à tout. Je vais parler de ma grand-mère, et puis en fait, tu vas parler de l'autre chose dans machin, et tu dis c'est. Et en fait, voilà, c'est ça. Alors oui, tu vas avoir de l'ouverture, mais derrière, tu vas pas être cohérent et tu vas pas convertir. Tu vas avoir des taux des inscriptions aussi importants. Exactement. Et ça nous rappelle un principe. C'est un principe, voire une blessure, tu vois, pour aller plus loin, en psychologie, c'est de la trahison.
Tu vois? C'est-à-dire que si tu me mets un objet d'email et que derrière j'ouvre et ça n'a rien à voir, je vais me sentir trahi. Tu vas perdre ma confiance et derrière tu ne la retrouveras jamais. Ça, c'est un principe tellement important, c'est que la confiance perdue à reconstruire, c'est quasiment mission impossible. Et quand bien même tu la reconstruis, tu la regagneras jamais à 100%, tu vois. Donc un objet cliquable, mais cohérent avec, euh, avec le contenu de l'email, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles un objet cliquable? Alors, un objet cliquable, c'est un objet qui donne envie d'ouvrir. Ah, ok. Après, c'est un objet qui apporte un bon taux d'ouverture. Ouais. Euh, mais sans tomber dans le putaclic, c'est ce que je te disais en Ouais. fait. Enfin, en tout cas dans la trahison, sans tomber dans la trahison. Maintenant, comment construire un objet cliquable? Alors là, il y a plein de règles. Ouais. Honnêtement, moi, la façon dont je travaille, alors déjà, est-ce qu'il faut écrire l'objet avant ou après l'email? En règle générale, pour être tout à fait honnête, le but c'est pas voilà, de raconter des salades. En règle générale, j'écris des objets avant, Ok. j'écris mon email et je réécris des objets après. D'accord. Tu vois, parce que souvent, en fait, c'est la rédaction. En fait, la première rédaction d'objet me permet d'orienter, de trouver mon angle, en fait. Ouais. Et une fois que j'ai écrit l'email, bah, je me rends compte qu'en fait, je peux avoir un meilleur titre. C'est marrant parce que moi j'écris ma Big ID, tu vois, ma Big Ouais. ID de mon email, euh, en haut de ma pièce de contenu. Ouais. J'écris mon email et derrière j'écris j'écris des objets qui soient cohérents avec ma Big ID, mais aussi avec le déroulé du contenu, Ouais. pour justement que ce soit pas biaisé. Et j'essaye toujours. Il y a une formule que j'aime beaucoup pour les objets d'email, c'est curiosité, tu vois, plus Ouais. bénéfice. Ouais. Comme ça, tu crées une petite dissonance avec la curiosité et après le bénéfice derrière, si tu connais bien ta cible forcément. Et je sais que j'aime beaucoup ça en tout cas et je l'utilise assez souvent. Ouais, bah, j'aime bien. De toute façon, je pense que la curiosité, Ouais, c'est le meilleur levier bien sûr. pour, euh, pour obtenir de l'ouverture. Après, j'aurais tendance, tu sais, parfois, on n'arrive pas à trouver ce truc, tu vois. Enfin, on sait, hein, toi et moi, combien de temps on peut passer sur un objet. Et parfois, on va pas trouver ce truc, tu vois, qui apporte suffisamment de curiosité. Euh, ce que j'aime bien faire, c'est me dire, ok, apporter au moins bénéfice ou curiosité dans tous les cas, tu vois, si on arrive à compiler les deux, c'est cool. Et derrière, passer dans la matrice de Masterson, tu sais, des 4 U, Ouais. urgent, utile, ultra spécifique et unique, et, et voir si, partant de là, j'arrive à relever un peu les curseurs, tu vois, à rajouter un petit peu plus de spécificité, un petit peu plus d'urgence. Alors, par urgence, je me permets encore un petit détour, par urgence, euh, ça, je pense que c'est propre à ma vision des choses. Euh, je suis tout à fait contre l'approche violente, l'approche, tu sais, dans ta face, l'approche à l'américaine, genre, voilà, Des cow-boys quoi. ouais, l'approche de cowboy, ça, je prends pas de plaisir en fait à travailler comme ça, donc voilà. Euh, Par urgence, j'entends immédiateté, moi. C'est-à-dire que plutôt que de dire attention jusqu'à ce soir, euh, je vais plutôt dire encore aujourd'hui, tu vois, et ça change tout en fait dans l'approche. Ouais. C'est moins violent, ça veut dire la même chose, et je trouve que l'approche est beaucoup plus délicate. Et voilà, donc par urgence, j'interprète immédiateté, voilà, avec le terme immédiateté. Est-ce que ça dépend pas de ton marché aussi? Tu viens écrire pour une cible marketing, elle aura peut-être plus, elle recevra plus cette façon de dire jusqu'à ce soir, minuit, ça sera terminé. Alors que si tu écris pour, je sais pas, je sais pas, les mamans au foyer qui ont besoin de quelque chose, c'est peut-être plus une approche. Enfin, il faut vraiment s'adapter encore une fois à son audience. Ouais, je suis d'accord. Non, mais oui, alors ça, c'est la question de la sophistication de marché. C'est-à-dire que tu prenais l'exemple des marketeurs. Si tu commences à bullshiter, enfin, honnêtement, vendre à des marketeurs, c'est compliqué. Enfin, tu vois, et la meilleure moyen de vendre à des marketeurs aujourd'hui, c'est probablement de se montrer ultra vulnérable. Ouais. C'est-à-dire abandonner tout le marketing et dire et la honnêteté, transparence 100%. C'est le meilleur moyen d'approcher des marketeurs aujourd'hui. Si tu vas en mode copywriting à l'américaine, attention, plus que 3 heures pour vendre un produit digital, il y en a que 10, non, tu vois, bah en fait ça marche plus parce que le marché
est suffisamment sophistiqué, et d'autant plus celui des marketeurs, Ouais, puisque voilà, bien sûr. ils maîtrisent tout ça. Maintenant, pour avoir travaillé sur des marchés beaucoup moins sophistiqués, type personnes âgées, etc., évidemment que c'est facile à faire. Maintenant, donc voilà, tu vas pouvoir l'adapter. Maintenant, encore une fois, c'est aussi la question de est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Bien sûr. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de faire ça, ça me fait chier. Donc je le fais pas, tout simplement. Et en fait, ça change rien. C'est-à-dire que entre dire attention, c'est jusqu'à ce soir, et dire encore aujourd'hui, vous avez, tu vois, Ouais, l'approche, elle est différente, elle est beaucoup plus, voilà. Et derrière, bah, tes taux de conversion, on va dire que si tu frustres pas, ça peut avoir un effet bénéfique. C'est-à-dire que derrière, tu vas pas, tu vas jamais persuader, tu vas toujours convaincre. Ce que je veux dire par là, c'est que le marketing de cowboy, comme tu disais tout à l'heure, le copywriting de cowboy, ça va avoir une forte propension à persuader. D'accord? Persuader, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai peur de passer à côté de quelque chose, exactement, ouais. voilà, et du coup, je tente, tu vois. Mais derrière, on va avoir des personnes qui vont être déçues par leur truc, tu vois, elles vont pas être contentes, et derrière, toi, c'est fini pour toi, tu vois. Toi, en tant que vendeur, c'est Ouais, fini pour toi. Maintenant, convaincre, c'est quoi? C'est simplement bah, faire un travail peut-être un peu plus profond en nurturing, plus travailler le nurturing, mais derrière, et se positionner plus comme un conseiller, tu ouais, vois, qui veut du bien à ses clients. Et derrière, quand la personne, elle va acheter chez toi, d'abord, elle va te donner de l'argent, et en plus, elle va te remercier, et elle va te recommander. Et donc, si tu veux, en fait, ça fait effet boule de neige, tu vois. Bon, je pourrais prendre des exemples, mais on va pas y passer 3 heures, mais ça reste, tu vois, c'est facile à bien sûr. comprendre, en Ouais, fait, ouais, ouais. que on a toujours beaucoup plus intérêt à avoir une approche plus soft plutôt que trop bourrine. En tout cas, quand on a une vision long terme. Et Ouais, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on devrait toujours avoir une vision long c'est terme. clair. Voilà. Non, non, je suis aligné avec toi. Et est-ce que tu penses que le fait de convaincre versus persuader, quand tu convaincs quelqu'un, tu es plus sur la partie rationnelle, sur la partie ouais, tu crées vraiment quelque chose long terme, vraiment, ouais, vraiment très rationnel, alors que quand tu veux persuader assez rapidement, acheter mon dernier produit digital avant ce soir minuit, tu es plus sur l'émotionnel, sur la prise de décision rapide, et justement, tu trompes un petit peu ton audience. Non. Je pense que Non, parce que émotionnel, c'est quoi? C'est quand tu prends conscience de quelque chose, c'est émotionnel. Ouais, Quand tu crées de la confiance avec quelqu'un, tu construis de la confiance avec quelqu'un, c'est émotionnel. Quand tu, quand tu plonges quelqu'un dans ton univers, c'est émotionnel. Le rationnel, il va être là simplement pour lever des objections et pour construire de la valeur. Donc construire de la valeur, c'est toute ta partie désir, c'est pour qu'à la fin, quand j'annonce mon prix, ben, on me dise, ah, effectivement, ça vaut, tu vois. ouais, Ça vaut ce que tu me demandes. Et c'est ça le rationnel. Mais non, je pense que l'approche, c'est une approche émotionnelle, donc il y a ok, les deux cas. ok. Et du coup, tu peux nous donner la suite? Les quatre, ouais, Ouais, c'est ça, ok. Oh, on en a vu qu'un, là. ouais. Alors, après, j'avais mis. Donc, c'est ça, les cinq 5 U? non, 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 c'est pas. les cinq trucs d'un email qui Ah convertit, oui, c'est oui. ça? D'un bon Ouais, email. le cliquable, t'as dit, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, objet cliquable. J'avais mis aussi mettre de l'humain Ah versus ouais. un prospectus. J'avais précisé principe d'appréciation. Est-ce que ça me rapproche de mon lecteur? Et ça, euh, pour acheter n'importe quel produit, il y a deux principes immuables. Il faut avoir confiance et, euh, et, et apprécier en fait. C'est-à-dire qu'il faut un avoir confiance et deux apprécier enfin, je veux dire, si tu vas au restaurant et que tu peux pas, enfin, tu vas pas dans un resto où tu peux pas blairer les serveurs, Ouais, tu vois. mais pas trop. Voilà, c'est ça. Même si tu sais que c'est de la bonne qualité, ça t'emmerde, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose. Donc il faut un apprécier, deux avoir confiance. C'est imparable. Donc créer de la confiance, c'est le nurturing. Mais tu peux nurturer en étant ultra corporate en fait. C'est-à-dire avoir une approche ultra brandée, machin. Et tu peux nurturer comme ça, mais tu vas pas créer ce sentiment d'appréciation. Ou alors ça prend beaucoup de temps, c'est des budgets marketing énormes, type création, c'est du tribal marketing, tu vois, donc ça va être, on va être sur du Apple, des trucs Ouais, comme ouais, ça. ouais.
Mais à notre échelle, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on va être plus sur du personal branding. Vulnérabilité, ouais, c'est ça, créer, en fait, être humain. Voilà. C'est montrer qu'il y a un humain derrière. Ceux qui le font très bien, c'est back market. Exactement. Back market, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, dans back market, c'est toujours un humain en fait. Dans leurs emails, ils sont jamais en train de te dire back market, fais une promo ou je sais pas quoi. Non, c'est Pierre, CEO de back market, qui t'écrit un petit email pour te dire que machin, machin. Et ça, en fait, c'est le principe d'appréciation. C'est-à-dire que on apprécie les personnes qui nous ressemblent. Donc en l'occurrence, des êtres humains. Qu'est-ce qui me ressemble plus qu'un autre être humain, un être humain versus une entreprise, tu vois. C'est pas la. Voilà. Voilà. Donc, deuxième élément pour moi, c'est ça. Tu veux que je continue? Attends, je veux juste dire, je vais rebondir là-dessus. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement l'approche que j'en ai moi de l'email marketing e-commerce. Très très froid, très très brandé, forcément beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, beaucoup de machins. Et moi, quand je travaille avec mes clients, je leur dis, c'est toi, le CEO, qui va prendre la parole. Ouais. Tu vas parler de ça, on va parler de ci, on va parler de ça. Ouais, mais j'aime pas trop me mettre en avant et tout. En fait, tu te mets pas en avant. C'est juste que tu parles à un humain. Enfin, t'es un humain, tu parles à un autre humain, c'est tout. Et si tu veux justement créer du rapport, créer du lien, il faut justement te mettre en avant sans dire j'ai fait ci, j'ai créé ça, j'ai fait ci, mais vraiment montrer qu'il y a un humain qui est aux commandes de l'entreprise parce que justement, les gens peuvent s'y identifier. Et les grosses boîtes qui, je sais pas, Darty, machin, tu t'identifies pas à ces boîtes-là. Non. Alors que toi, tu as un petit e-commerce, tu montes ton truc, ou même un gros. Hein. Et si tu arrives à montrer qu'il y a vraiment une personne qui travaille, qui fait son maximum pour ses clients, et ben ça, c'est beaucoup plus facile de vendre que de... Et d'ailleurs, tu dis un petit ou un gros, effectivement, on parle de back market. Back market, ils ont levé je sais pas combien de centaines de millions d'euros récemment. Ils sont énormes, ils sont à l'international et ça les empêche pas de travailler comme ça. Je pense notamment à des clients qu'on a formés dans Copy Training des clients entreprises, quoi, présents dans 19 pays et ça les empêche pas de travailler aussi comme ça, tu vois, d'avoir une approche ultra personnelle. C'est le CEO, c'est le conversationnel, exactement. Alors après, j'imagine déjà l'objection, c'est ouais, mais comment on fait ça? Ou alors, comment est-ce que je sais que je me rapproche vraiment de... Tu vois, en fait, là où je veux en venir, c'est que le principe d'appréciation, donc principe de Cialdini, principe d'appréciation et d'amitié, il est souvent mal compris. C'est très simple. Pour bien comprendre le principe d'appréciation et d'amitié, moi je l'appelle principe de proximité. Tu changes juste le terme, d'accord? Principe de proximité. Tout ce que tu fais, si tu as l'impression que ça te rapproche de ton audience, tu vois, en termes de, typiquement, si je signe simplement en écrivant mon prénom, ça crée de la proximité entre nous, versus si je signe en mettant Monsieur Le Stang. Non, tu vois, si je signe en mettant Adrien, ça, c'est proximité, principe d'appréciation. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire qui nous rapproche de notre cible, qui nous rapproche en termes de proximité, tu as compris, ça va permettre de créer ce lien. Et peu importe encore une fois, peu importe les niches, peu importe les industries, il faut vraiment se rapprocher de notre audience pour se faire apprécier et pour faciliter la vente, pour les faire avancer dans le cycle de vente et t'augmentes tes chances de conversion. Mais exactement. Alors, et d'ailleurs, tiens, là tu mets le doigt sur un truc hyper intéressant. Tu dis peu importe le secteur, peu importe la thématique, peu importe ce que tu veux. Et oui, effectivement. Et c'est-à-dire, j'aurais même plus tendance à te dire que ça va être encore plus intéressant de le faire dans des secteurs où on a l'impression qu'il ne faut pas le faire. Moi, tu sais, je viens de la finance. Typiquement, si demain, j'ai une banque qui m'écrit en disant « Salut, c'est Jean-Paul, directeur de je sais pas quoi, etc. » moi, ça me parle, ça me séduit, tu vois. Alors que les banques, elles ont un peu, justement, un peu le syndrome inverse, quoi. Tu vois, c'est attention, on est intouchable, on t'écrit en mode gros corporate, etc. C'est un peu le sentiment que ça peut donner, tu vois. Donc, principe de proximité, pas du tout, tu vois. Voilà, même s'ils tentent parfois avec des slogans... je sais plus ce que c'est là, humain avant tout, je sais pas quoi, mais en vrai ils ont conscience de ça, mais dans la communication ça marche pas tellement. Donc voilà, donc je te dirais, et regarde, pareil les avocats, ils ont tendance à parler, ils te parlent, ils s'adressent à leur audience comme ils s'adresseraient à leurs confrères. Ça marche pas. Donc
C'est pour ça. En fait, je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais si aujourd'hui vous êtes dans un domaine où ça paraît complètement euh, n'importe quoi, tu vois, que de s'adresser à sa cible de façon très personnelle, Ouais. mais attention, hein, très personnel, ça ne veut pas dire avec un certain niveau de, de langage, par exemple. On peut vous voyez nos parents, tu vois, c'est Ouais. pas un problème, mais en tout cas personnaliser le message et rendre le truc conversationnel avec notre audience, Ouais. qui plus est dans les domaines où ça se fait pas entre Ouais. guillemets, bah, là tout de suite on peut avoir un impact énorme en fait, C'est clair. énorme. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai pris le biais de me dire je vais travailler comme ça avec mes clients en e-commerce parce que ça se fait pas comme ça. Enfin, les mœurs, en tout cas en France, ça se fait pas comme ça. Tout le monde prend, enfin, beaucoup d'e-commerçants prennent le parti de parler au nom de la boîte plutôt qu'en nom du CEO par exemple. Et en fait, tu es un petit peu ce qu'appelle Seth Godin, la vache pourpre. Ouais, Tu sors, enfin, sort du lot, ouais. tu sors du lot et c'est le meilleur moyen de te faire remarquer et de te faire apprécier. Donc c'est Ouais, super intéressant. ouais, je pense qu'il faut le faire. Je continue. Allez. On en a fait que deux hein, Ouais. sur 5. Troisième, je m'étais noté du rythme, tout Ouais. simplement. Alors ça, c'est pas très compliqué. En général, ça se fait lors de la phase d'édition, donc la dernière phase de rédaction. On va essayer de rythmer le message, simplement partir du principe que ton lecteur de ton email, il t'a rien demandé. Tu lui envoies un message, lui impose pas de réfléchir. C'est juste ça. Moi, quand on m'envoie un SMS, tiens, bah, c'est typiquement, quand on m'envoie un vocal sur WhatsApp, moi, j'ai rien demandé. Tu vois, ça me fait chier de voir un vocal de 5 minutes sur WhatsApp, alors que, enfin, tu sais, de quelqu'un, ou alors de quelqu'un que je connais pas. Ouais. Bah non, en fait, tu vois, commence par m'envoyer un petit message facile à lire, c'est toi qui viens vers moi, propose-moi un truc facile à lire, tu vois, que j'arrive à consommer facilement. Et le rythme va permettre ça, en fait, va permettre de, pardon, de faire que quand j'ouvre l'email, en tant que lecteur, tu vois, j'ouvre l'email et je vois le truc et ça coule, c'est facile à lire. Donc là, comment je mets du rythme? Bah déjà, en règle générale, c'est une phrase, une idée. Je coupe mes phrases, je ponctue, je vais à la ligne, j'espace, je mets du gras, tu vois, je rends le Tu truc. casses la lecture aussi Ouais. avec le gras. Ouais. En fait, une idée, c'est de se dire que à chaque fois, alors peu importe que je sois sur le téléphone ou sur l'écran, il faut jamais que j'ai l'impression que l'email est long, même s'il est long. C'est-à-dire toujours donner cette impression que dans 2 lignes c'est fini. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va mettre du rythme. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Et ça te permet en plus de faire descendre la personne dans le toboggan glissant petit à petit, et du coup elle arrive en bas. Mais c'est ce que je fais aussi, c'est marrant. Je me dis toujours, à partir de quand la personne, ça va pas la saouler, mais tu vois, elle va se dire, bah, là il y en aura peut-être assez. J'essaie de mettre une phrase en gras, ou tu vois, plus gros, ou essayer vraiment de casser ce rythme de lecture Ouais. pour justement tenir en haleine le lecteur, quoi. Sans cesse relancer, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça peut se faire avec des petits mots, avec Question. ouais, des questions. Ouais. Typiquement une question rhétorique. Ouais. C'est question-réponse, tu vois. Ça permet. Ouais, c'est bien. Il y a plein de petites techniques comme ça. On continue? Donc numéro 4, je m'étais noté doit t'envoyer vers l'étape d'après. Mais ça, C'est du bon sens. c'est du bon sens, mais c'est pas forcément intuitif. C'est contre-intuitif, malgré une fois qu'on te le dit, c'est du bon sens. Mais je me mets à la place de n'importe quel e-commerçant, tu vois, qui se lance. Il le sait pas ça en fait. Ouais. C'est-à-dire que typiquement, ce qu'on voit assez souvent, c'est je te vends une solution, je te vends un produit même, et derrière tu dis bah clique ici pour arriver sur une page de vente qui me revend le produit. Ouais. Bah, finalement c'est dommage parce que si tu avais déjà vendu le produit dans ton email, autant envoyer vers simplement le bon de commande et puis terminer. Ouais. Donc si tu as une page de vente derrière, vends ta page de vente, ta page de présentation, ta page produit ou ce que tu veux, dans la mesure où voilà, enfin, vends ta page produit. Donc typiquement, si c'est une page produit avec uniquement des bénéfices, tu pourrais imaginer un mail de vente par bénéfice. Ouais. Et de simplement voilà, développer sur un bénéfice et dire bah, si tu veux introduire le produit, ça n'empêche pas, et dire simplement si tu veux découvrir tout ce que peut faire ce produit pour toi, Ouais. clique ici. Et voilà. Et là, à partir de là, la personne, elle va avoir accès à tous les bénéfices et elle va pouvoir acheter. Voilà. Non, c'est clair que c'est important de ne pas vendre le produit si derrière tu as encore une ou deux pages de
qui peuvent créer de la friction finalement. C'est important, comme tu dis, de vendre le bénéfice ou l'étape d'après. En fait, pas forcément vendre l'objectif final, mais vendre juste l'étape d'après pour continuer de faire avancer la personne dans le cycle de vente et que ça glisse, quoi. Ouais, c'est ça. Après, l'étape d'après, c'est l'étape qui est nécessaire, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si c'est un produit à 5 balles, est-ce que tu as besoin d'une étape d'après? Peut-être que l'email suffit. Dans quel cas, si c'est vendu par email, balance vers un bon de commande et terminé, tu vois. C'est de quoi mon lecteur a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir pour passer à l'action? Si tu as besoin d'instaurer beaucoup de confiance, si tu as besoin de répondre à beaucoup d'objections, bah, tout ça, tu vas peut-être pas le faire dans ton email. Donc simplement un email de vente qui je sais pas moi, qui traite en fait, qui développe une douleur, qui développe un bénéfice, qui développe une frustration, qui développe un élément, pourrait renvoyer vers une page de vente plus complète qui va compléter en fait, qui va répondre aux objections, qui crée plus de confiance, etc. Tout ce dont la personne a besoin pour finalement passer à l'action. Donc là c'est un peu c'est du feeling en fait, et puis après c'est des chiffres, hein. C'est-à-dire que tu regardes si ça convertit, si ça convertit pas, et tu essaies d'adapter en fonction. Mais il y a beaucoup de feeling, quoi. C'est-à-dire de te dire si c'est un produit à 200 balles pour quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, peut-être qu'un email qui traite juste d'une douleur va pas être suffisant. Donc on va traiter de la douleur et ensuite on va renvoyer vers une page de présentation complète où là on va mettre de la preuve, on va créer de la confiance, on va ramener du bénéfice, on va construire la valeur du produit, etc. Voilà. Excellent. Je continue ? Allez. Allez, donc 5e point, je m'étais mis être focus sur le lecteur, pardon. Alors ça c'est un principe bien connu en copywriting, c'est what's in it for me. On le voit souvent, WIIFM, what's in it for me. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a pour moi à l'intérieur de ce contenu en fait, quel que soit le contenu. Mais tu regardes, hein, moi je suis surpris. Alors je veux vraiment, je tape pas sur la tête des confrères, c'est pas ça. Mais c'est vrai que ça m'agace en fait quand parce qu'en fait, j'ai quelqu'un en tête là, t'imagines bien. C'est une copywriteuse, je sais pas comment on dit d'ailleurs, que j'apprécie personnellement, humainement. Et quand je reçois ces newsletters où elle me parle d'elle, et qu'elle me parle pas de moi, ça me frustre, tu vois, ça m'énerve. Parce qu'en fait, on s'en fout. Enfin, et c'est malheureux à dire, mais nos contenus, mais n'importe quel contenu, hein. Attention, on parle d'email, mais je pourrais te parler de post Instagram, tout ce que tu veux, dans la mesure où tu as un objectif commercial derrière, n'importe quel contenu doit parler au lecteur. C'est-à-dire que tu dois t'adresser au lecteur. Grosso modo, ce que je vois trop souvent, c'est des contenus qui sont finalement des journaux intimes. Tu vois ? Mais ton contenu, c'est pas ton journal intime. Sauf si tu es déjà médiatisé. Si je m'appelle Brad Pitt et que j'écris, tiens, c'est ça, ma vie, mon œuvre. Mais si je m'appelle Jean-Michel, je sais pas quoi, moi, tu vois, si moi demain j'écris ma biographie, personne ne va la lire, tout le monde s'en fout. Alors que si je m'appelle bien Brad Pitt, là, ça va intéresser des gens. Donc, dans la mesure où tu n'es pas quelqu'un de connu, dans la mesure où les gens s'en foutent de ta vie, leur racontent pas ta vie, quoi. Partant de là, sauf si tu utilises le storytelling. Dans le storytelling, tu peux raconter ta vie, la vie d'un client, parce que l'objectif, c'est finalement de raconter la vie de ton client à travers l'histoire que tu racontes, donc à travers ta vie. Je reprends parce que là, l'objectif, c'est de raconter la vie de ton lecteur à travers l'histoire que tu racontes. Donc à travers ta propre histoire, si c'est ton storytelling, ou à travers l'histoire d'un cas pratique, cas d'étude, cas client, ce genre de truc. Voilà. Mais voilà, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une forme de miroir déguisé. Ouais. Je raconte ma vie pour que tu reconnaisses la tienne, tu vois. Ouais. Et voilà, donc 5e chose que j'avais à dire, c'était ça, c'était le principe What's in it for me. Et alors il y a une règle, je sais plus les chiffres exacts, mais ça doit être de l'ordre du 80-20 encore, à prendre avec des pincettes ça, mais c'est à la fin d'une pièce de vente, compter combien de fois tu as écrit tu ou vous versus combien de fois tu as écrit je ou moi, tu vois, ou nous.
et tu dois avoir, tu vois, 80% de l'input, Ouais, enfin, t'as je compris. comprends. Maintenant, je te le disais, apprendre avec des pincettes, parce que si je suis sur du storytelling et que je Bien sûr, raconte mon histoire pour que tu te reconnaisses dedans, bah, il va y avoir beaucoup de jeux, bien sûr. mais pour autant, ça parle au lecteur, tu vois. Ouais. Voilà. C'est marrant ce que tu dis parce que l'autre coup, je bossais avec un client et je regardais ses emails. Et en fait, tous ses emails, dans les 5 premières secondes, enfin, moi j'aime bien dire que le what's in it for me, c'est que dans les 5 premières secondes, il faut que la personne se dise ok, je vais retirer quelque chose. Mm. Soit tu me parles de mes désirs, soit tu me parles de mes problèmes, soit enfin, tu me fais comprendre qu'il va y avoir quelque chose dans l'email qui me donne envie Mm. parce que je vais en retirer quelque chose. Et donc mon client là, tous ses emails c'était aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, c'est bien, tu vois, tu fais un peu de, tu montres un peu, tu humanises tout ça, mais en fait tu parles que de toi tout le temps et surtout Mm. dans les 5 premières secondes. Et en fait, qu'est-ce qu'il en a à faire, tu vois, ton lecteur. Et pour aller encore plus loin, ma copine qui est coach, coach de vie, bah, encore la semaine passée, elle écrivait une newsletter. Elle envoie une newsletter une fois par semaine et, euh, et elle disait aujourd'hui, enfin la semaine passée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je lui dis mais pour l'instant, t'as pas une audience qui t'apprécie au point de, enfin t'es pas influenceuse quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour le moment, tu dois créer de la confiance, ok, mais pas de cette façon. Il y a d'autres façons de le faire et il faut pas je. Les gens ils vont se dire, en fait, enfin t'es narcissique quoi. Tu penses que tu parles que de toi. À un Ouais. moment donné, montre-moi que tu me connais pour créer ce rapport en fait, parce que sinon c'est pas possible. Exactement. Et ben d'ailleurs, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vois, je parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on systématise les newsletters. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on a des systèmes tout faits de newsletters qui permettent, voilà. Euh, Typiquement, on va pas rédiger le même type de newsletter pour un client qui a une base de fans Ouais. que pour un client qui n'a pas de base de fans. Parce qu'un client qui a une base de fans, donc type youtubeur, tu vois, euh, ouais, mais ça, hein, les gros youtubeurs, bah, la- leur vie privée Bien intéresse sûr. Donc là, typiquement pour ce type de client, on va démarrer la newsletter par ça. Bien sûr. Raconter une petite anecdote de la vie privée, ajouter un peu d'émotionnel, Tourner. et puis derrière amener le contenu nurturé, quoi, simplement. Mais voilà, donc ça, effectivement, en fait, si tu commences un email de si Jean-Marc, CEO de je sais pas quel e-commerce, commence sa newsletter par hier je suis allé manger chez ma belle-mère, bon bah non, ça va pas le faire, tu vois. Mais par contre, si c'est Brad Pitt qui te dit hier je suis allé manger chez ma belle-mère, t'as envie de savoir alors, tu vois, ça t'intéresse. Ouais. Voilà. Non, c'est ça. Mais non, c'est intéressant. Mais voilà, il faut se demander à partir de quel. Est-ce que mon audience me connaît assez pour. Enfin, me connaît assez. Oui, me, me connaît assez pour justement se dire ben, j'ai envie de savoir ce qu'il a fait hier pour derrière tourner cet email en email de vente. Mais encore une fois, il faut s'appeler Brad Pitt ou être très très connu. Ouais. Ok, Adrien, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur les emails de vente? Je crois qu'on a pas mal fait le tour là, c'est Ouais. bien déjà. Ouais, non, On a non, pas c'était mal. top. Et ben écoute, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Et Merci à toi. ben merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci Steve. Salut Adrien. Bye bye.